15h15 sur Public Sénat. Bonjour à tous. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre l'audition de Bernard Cazeneuve. Le ministre délégué au budget a répondu aux questions des sénateurs de la Commission des finances hier soir. Il a répondu à leurs questions qui portaient sur le budget 2014. Ce projet de loi de finances 2014 promet de faire la chasse aux mauvaises dépenses. Parmi les postes qui sont avant tout concernés, on compte l'assurance maladie, mais aussi la masse salariale de la fonction publique. En revanche, sont relativement épargnés la sécurité, l'emploi ou encore l'éducation. Tout de suite donc, retour à cette audition qui a eu lieu hier soir au Sénat. Le projet de loi de finances pour 2014 est centré autour de quelques objectifs que je veux rappeler en introduction avant d'entrer plus précisément dans le détail d'un certain nombre de mesures. L'objectif est de faire en sorte que ce budget permette d'atteindre le but que nous nous sommes assignés à nous-mêmes de l'inversion de la courbe du chômage, du retour durable de la croissance et du redressement de nos comptes. Pour nous, ces objectifs sont étroitement liés les uns aux autres. Il n'y aura pas de retour de la croissance si nous ne maintenons pas la trajectoire de redressement de nos comptes publics. Nous n'avons aucune chance d'inverser la courbe du chômage si la croissance ne s'inscrit pas durablement dans le paysage européen et français. Et par conséquent, une grande partie des mesures qui vous sont présentées dans ce projet de loi de finances sont des mesures qui visent à atteindre ce triple objectif, inversion durable de la courbe du chômage par le retour de la croissance et le redressement de nos comptes. Nous le faisons dans un contexte, Pierre Moscovici, qui nous rejoindra peut-être, le dira lorsqu'il arrivera, nous le faisons dans un contexte très différent de celui qui a prévalu à la présentation du projet de loi de finances pour 2013. L'an dernier, lorsque mon prédécesseur et Pierre Moscovici sont venus devant vous pour présenter le budget 2013, l'objectif était de retrouver notre souveraineté et de faire face à un triple défi. Le premier défi était celui du redressement de nos comptes, qui devait nous permettre de retrouver notre crédibilité. Le second défi était celui du redressement de notre compétitivité. Il était absolument nécessaire que nous puissions créer les conditions, alors que notre économie avait décroché, du retour de la compétitivité. Et enfin, nous souhaitions créer les conditions de l'investissement et de la demande qui étaient nécessaires pour que nous puissions, là aussi, nous engager sur un chemin de croissance. Je voudrais en quelques mots rappeler ce qui a été fait sur ces trois domaines au cours de l'année 2013 et puis donner, compte tenu du chemin accompli, nos perspectives de croissance pour 2014 et rappeler quel est l'équilibre du budget avant de répondre à vos questions. Pour ce qui concerne tout d'abord le défi du redressement de nos comptes, nous nous sommes engagés dès le projet de loi de finances rectificative pour 2012 et dans le projet de loi de finances pour 2013, dans un ensemble de mesures qui étaient destinées à remplir nos objectifs d'ajustement structurel pris devant l'Union européenne et d'atteindre les objectifs de réduction des déficits nominaux que nous nous étions fixés à nous-mêmes. Je veux rappeler qu'en 2012, nous avons réussi, grâce aux mesures de gel que nous avons prises, grâce aux mesures fiscales aussi que nous avons prises, à créer les conditions d'un déficit qui, si nous n'avions pas pris ces mesures, n'aurait pas été ce que nous avons affiché en fin de période. Le déficit 2012 est de 4,8%. Si nous n'avions pas pris ces mesures, il aurait été de 5,3%. Nous avons eu l'occasion déjà de débattre sur les raisons pour lesquelles il n'était que de 4,8%, là où nous étions engagés à 4,5%. Vous vous souvenez des explications qui ont été données à ce moment-là, le poids du budget de l'Union européenne notamment, qui nous a conduit à ne pas pouvoir atteindre l'objectif que nous étions fixés. Mais malgré tout, entre 5,3 et 4,8, il y a une marche importante qui a été accomplie de réduction du déficit 2012. Deuxième point, le rétablissement de notre compétitivité. Nous nous sommes engagés, comme vous le savez, dans un ensemble d'actions en 2012, en 2013,
qui est destiné à faire en sorte que notre compétitivité se rétablisse. Je citerai quelques exemples que vous avez à l'esprit. Ils ont fait l'objet de discussions nombreuses entre nous. Le pacte de compétitivité avec la mise en avant de la mesure du crédit d'impôt compétitivité emploi, la réforme importante du marché du travail avec l'accord national interprofessionnel et la sécurisation de l'emploi ou encore la réorganisation en profondeur du financement de notre économie avec la création de la Banque publique d'investissement. Enfin, nous avions un déficit de croissance qui nous conduisait à prendre des mesures dans le domaine de la demande et de l'investissement. Le pacte de croissance négocié par le président de la République au sein de l'Union européenne qui nous a conduit à mobiliser des fonds structurels, à procéder à l'augmentation capitale de la Banque européenne d'investissement qui nous a permis de bénéficier de prêts parmi l'enveloppe de 60, enfin au sein de l'enveloppe de 60 milliards d'euros de prêts offerts à l'ensemble des projets de l'Union européenne. Des mesures de soutien au pouvoir d'achat ont été prises en France. Le coup de pouce au SMIC, la revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire, qui sont autant de mesures qui ont contribué à soutenir la consommation et qui ont permis de soutenir la demande. Nous avons, compte tenu de ces mesures, commencé le redressement de nos comptes. Nous avons commencé à créer les conditions du retour de la croissance. Et je voudrais, sans entrer dans le détail, indiquer quelles sont les hypothèses de croissance que nous avons retenues à la fois pour 2013 et 2014. Pour 2013, après un premier trimestre qui n'était pas à la hauteur de nos espérances, nous avons un second trimestre qui nous donne un résultat d'évolution de la croissance très positif de 0,5%, ce qui nous conduit, en étant prudents, à afficher pour 2013 un taux de croissance de 0,1%, ce qui est conforme aux engagements que nous avions pris dans le cadre du programme de stabilité. Pour 2014, le taux de croissance que nous retenons est un taux de croissance de 0,9%. Vous vous souvenez que dans le programme de stabilité, nous étions à 1,2%. Le consensus s'établissait au mois de juin à 0,6. Nous retenons 0,9, c'est-à-dire un taux de croissance qui est à mi-chemin entre ce que préconisait le consensus au mois de juin et le taux de croissance que nous avions affiché dans le programme de stabilité. Le Haut Conseil des finances publiques, dont vous avez dû avoir communication du rapport, indique que ces hypothèses de croissance sont considérées comme plausibles. Elles sont en tous les cas pour nous non seulement plausibles mais prudentes. Et c'est donc sur la base de ces hypothèses de croissance que nous avons construit notre budget. Je voudrais maintenant, cela étant dit, et je fais vraiment une présentation extrêmement synthétique de ce que vous aurait dit Pierre Moscovici avec brio s'il avait été présent, mais je me conforme aux recommandations du président Marini. J'en arrive maintenant, après ce cadrage rapide, au contenu du budget lui-même. Premier point, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes dans la volonté résolue de poursuivre l'effort de réduction des déficits. Je rappelle quelle est la séquence des déficits nominaux déjà engrangés, ceux que nous projetons, de manière à ce que vous puissiez constater avec nous que nous sommes dans une stratégie résolue de réduction des déficits nominaux. 2011, 5,3, 2012, 4,8, 2013, nous escomptons 4,1, 2014, 3,6, et nous poursuivrons cette séquence de diminution des déficits nominaux jusqu'à atteindre en 2017 1,2%. Cela est rendu possible par un ajustement structurel extrêmement important, continu depuis le début du quinquennat, 1,2% d'ajustement d'efforts structurels en 2012, en 2013 1,7%, en 2014 de l'ordre de 1%. Non seulement nous sommes dans le respect de nos engagements structurels, mais nous sommes aussi dans une séquence de diminution des déficits nominaux qui témoigne de la volonté qui est la nôtre de respecter nos objectifs. Tout cela est possible en 2014 parce que nous faisons un effort exceptionnel d'économie en dépenses. Je voudrais commencer par insister sur ce point. Effort exceptionnel d'économie en dépenses pour ce qui concerne à la fois l'État et la sphère sociale. 15 milliards d'économies en dépenses qui
se décompose par 6 milliards sur la sphère sociale, 9 milliards sur l'État, et je voudrais donner quelques précisions, quelques détails sur la manière dont tout cela se décline. Pour ce qui concerne tout d'abord la sphère sociale, 6 milliards qui résultent d'abord d'un effort très important que nous faisons de maîtrise des dépenses de l'assurance maladie. Vous vous souvenez qu'en 2012, nous avons exécuté 1 milliard sous la norme le budget de l'ONDAM. Quand je dis 1 milliard sous la norme, sous l'objectif que la précédente majorité s'était fixé. Nous avons tenu la commission des comptes sociaux avec Marisol Touraine il y a de cela quelques jours. Pour 2013, nous devrions être 500 millions sous l'objectif. La croissance prévisionnelle de l'ONDAM pour 2014 est de 2,4%, ce qui devrait nous permettre, si l'on tient compte de la sous-exécution 2013 et du niveau de croissance des dépenses d'assurance maladie pour 2014, à avoir un niveau d'économie assurance maladie de 3 milliards, ce qui n'est pas négligeable. Si nous ajoutons à cela les 2 milliards qui résultent à la fois des mesures que nous avons prises sur le régime général de retraite et du milliard d'économies qui résultent des négociations qui sont intervenues au titre des retraites complémentaires Agirc-Arrco, si l'on tient compte des économies attendues de la renégociation des contrats d'objectifs et de gestion d'un certain nombre d'organismes de sécurité sociale, en raison notamment des progrès faits par les technologies numériques au sein de ces organismes, si l'on tient compte des économies attendues de la négociation entre les partenaires sociaux au titre de l'UNEDIC, nous arrivons, faites l'addition, à ces 6 milliards d'économies sur la sphère sociale. Pour ce qui concerne l'État, nous avons engagé la négociation avec les ministres en 2014, enfin en 2013, pour le budget 2014, dans des conditions très différentes de celles qui avaient prévalu jusqu'à présent. L'objectif n'était pas de faire des mesures de rabot qui permettaient d'atteindre de façon arithmétique l'objectif d'économie attendu. Nous avons voulu, ministère par ministère, engager une réflexion très approfondie sur chacun des budgets des ministres, faire en sorte que des réformes d'organisation, de structure soient promues par les ministres dans le dialogue engagé avec le ministère du Budget, et que tout cela permette d'inscrire la relation entre Bercy et les ministères dans un objectif d'économie de long terme, au long cours, nous engageant sur la totalité du quinquennat, parce que nous avons bien conscience que ce ne sont pas à travers des mesures de rabot que nous parviendrons à atteindre l'objectif d'économie en dépenses significatif, mais davantage dans une relation articulée à une volonté de réorganisation continue de l'administration. La modernisation de l'action publique, qui monte en puissance, nous a considérablement aidé à atteindre cet objectif. Je prendrai quelques exemples pour montrer à quel point la modernisation de l'action publique commence à donner des résultats. Nous avons lancé une map autour des aides aux entreprises. 50% des préconisations de cette map ont été intégrées dans le budget 2014. Nous avons engagé une map sur les opérateurs de l'État qui, elle aussi, est mise en perspective et doit nous permettre de dégager des économies de long terme. La modernisation de l'action publique est, par exemple, cet outil qui nous a permis de plafonner les taxes affectées aux organismes consulaires, d'avoir une évaluation plus précise du niveau de trésorerie accumulé par elles. Et par exemple, lorsque l'on regarde le niveau d'économie engendré après que la MAP a donné ses résultats et au terme des décisions que nous avons prises sur les organismes consulaires, c'est plus de 300 millions d'euros d'économies mobilisées, résultant à la fois du plafonnement des taxes et des prélèvements sur les fonds de roulement. De la même manière, nous avons réussi, dans une relation exigeante avec le ministère des Départements et Territoires d'Outre-mer, par un meilleur ciblage des exonérations dont bénéficiaient les entreprises situées sur ces territoires, à mobiliser 90 millions d'économies. Toujours dans le même esprit, le prélèvement sur le CNC à hauteur de 90 millions d'euros est le résultat de cette réflexion engagée au titre de la modernisation de l'action publique. Donc la modernisation de l'action publique monte en puissance, une nouvelle méthode avec les ministres. Tout cela nous conduit par-delà les 6 milliards d'euros d'économies dont je vous ai parlé sur l'affaire sociale à faire 9 milliards d'économies sur l'État. Ces 9 milliards d'économies sur l'État se dégagent en 3 ensembles. D'abord, l'État lui-même, les administrations centrales de l'État.
ces économies sur les administrations centrales de l'État, qui conduisent à faire en moyenne à peu près 2% de diminution des dépenses de fonctionnement des différents ministères, a été rendue possible par la mobilisation de plusieurs instruments que je veux évoquer en prenant le temps de répondre plus précisément à vos questions si vous le souhaitez. D'abord, nous avons pris des mesures concernant les bonifications et autres augmentations de rémunération dont bénéficient les fonctionnaires. Le gel du point de la fonction publique depuis plusieurs années que nous poursuivons est un facteur considérable d'économie qui d'ailleurs représente pour les fonctionnaires, il faut bien le reconnaître, un effort depuis plusieurs années réitéré. La division par deux des mesures catégorielles dont bénéficient les fonctionnaires, articulée à la stabilité du point de la fonction publique, permet de réaliser une grande partie des économies sur l'État. Lorsque nous entendons dire que les fonctionnaires ne contribuent pas toujours à l'effort d'économie et de redressement des comptes dans lequel nous nous sommes engagés, vous constatez à travers ces deux mesures que je viens d'évoquer l'importance de l'effort sollicité près d'eux. Deuxième point sur lequel je voudrais dire un mot, c'est sur la maîtrise de la masse salariale résultant non seulement des mesures que je viens d'évoquer, mais aussi de la maîtrise des effectifs. C'est vrai que nous avons décidé, pour financer un certain nombre de nos priorités, de procéder à des recrutements dans un certain nombre d'administrations pour lesquelles nous pensions qu'un effort était à faire. C'est le cas de l'éducation nationale, c'est le cas de la justice, c'est le cas de la police. Et nous aurons créé depuis le début du quinquennat, dans ces administrations considérées comme prioritaires, qui pour autant ne sont pas exemptées de l'effort d'économie, bien qu'étant prioritaires, à peu près 29 000 emplois. Mais dans le même temps, dans les autres administrations, nous en avons supprimé autant et même au-delà. Je vais prendre l'exemple très concret de l'année 2014. En 2014, pour faire face à nos engagements au titre des administrations prioritaires que je viens de rappeler, c'est à peu près 11 000 emplois que nous créons, je crois très exactement 10 979, mais dans les autres administrations, c'est un peu plus de 13 000 emplois que nous supprimons. C'est-à-dire plus que le nombre d'emplois que nous créons. Et je le dis parce que il arrive parfois que la stratégie qui a été la nôtre de créer des emplois dans un certain nombre d'administrations que nous avons jugées comme prioritaires diffuse le sentiment que les effectifs de la fonction publique augmentent de façon non maîtrisée. En réalité, les emplois que nous avons créés là où nous avions décidé d'afficher des priorités sont compensés par des suppressions d'emplois et au-delà, là où nous faisons des efforts. Je prends deux exemples très concrets pour 2014. En 2014, le ministère de la Défense contribuera à l'effort de réduction des effectifs à hauteur de plus de 7 000 emplois et le ministère de l'Économie et des Finances à hauteur de plus de 2 500. Ce qui montre que malgré les priorités que nous affirmons, nous faisons des efforts considérables de maîtrise de la masse salariale et que les effectifs diminuent dans des proportions très significatives pour nous permettre de faire face à nos priorités. Je voudrais prendre trois exemples d'administrations centrales qui ont fait des efforts particuliers, non pas parce qu'elles sont les seules à avoir réalisé ces efforts, mais parce que les efforts qui ont été réalisés dans des administrations centrales sont très emblématiques de ceux qui ont été faits dans toutes les autres, et que je ne vais pas passer en revue chaque ministère pour documenter le niveau d'économie qui a été réalisé, parce que le président Marini m'en voudrait beaucoup de cette exhaustivité. Donc je prends trois exemples précis et considérer que ces trois exemples précis que je prends sont trois exemples qui sont emblématiques de ce qui est fait partout ailleurs. Pour ce qui concerne le ministère de la Justice, c'est 45 millions d'euros d'économies qui sont réalisées à travers une réforme des frais de justice. Ces 45 millions d'euros d'économies s'accompagnent d'actions très structurelles, ce ne sont pas des mesures de rabot, de modification de politique, d'organisation qui permettent de consolider ces 45 millions. La modification des marchés relatifs au programme de recherche de traces permettent de faire à peu près 8 millions d'euros d'économies. La mise en place d'une plateforme d'entraide judiciaire permet de faire 20 millions d'euros d'économies. Je prends ces exemples-là pour bien montrer que ce ne sont pas des mesures, encore une fois, de rabot,
mais au contraire des réformes d'organisation qui permettent d'atteindre ces objectifs. Au sein du ministère de l'économie et des finances, la Direction générale des finances publiques, à elle seule, dégage 50 millions d'économies parce que la dématérialisation, la numérisation, la télédéclaration, la réorganisation des relations entre notre administration et l'État, y compris dans la procédure budgétaire où nous avons divisé par 2 le volume papier qui était jusqu'à présent mobilisé dans le cadre de ces procédures. Tout ce travail de dématérialisation permet un travail de réorganisation, de redéploiement d'un certain nombre de nos organisations qui permet de faire des économies, non pas sans effort, non pas sans drame, mais en tous les cas avec un sens, une cohérence, une perspective qui s'inscrit dans la durée. Le troisième exemple que je pourrais prendre est celui de l'administration des affaires étrangères ou des réorganisations de postes diplomatiques à l'étranger, conduisant parfois au regroupement de services culturels, de services consulaires, dans des locaux redimensionnés, a permis de dégager des économies de fonctionnement à un niveau significatif d'à peu près, là aussi, 20 millions d'euros. Voilà pour l'État. Je voudrais dire quelques mots sur les opérateurs de l'État. Comme vous le savez, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les opérateurs de l'État ont vu leurs dépenses de fonctionnement augmenter de 15% au cours des dernières années, leurs dépenses de personnel, leurs effectifs de 6%. Nous avons décidé de présenter un budget 2014 avec une diminution de 4% des dépenses des opérateurs. Cette démarche qui est la nôtre est rendue possible par des regroupements d'opérateurs. D'ores et déjà, à travers la création d'un opérateur unique de la jeunesse qui permet de gagner un certain nombre d'emplois. Mais cette démarche, nous voulons la prolonger dans l'avenir en mobilisant l'instrument de la modernisation de l'action publique. Pour ce qui concerne par exemple les opérateurs de la biodiversité, qui étaient nombreux, nous les regrouperons en 2015 au sein d'une même et unique entité. Et le regroupement de ces opérateurs n'est pas destiné à faire moins en matière de biodiversité, mais d'en faire autant en dépensant moins d'argent public, parce que ce regroupement des opérateurs permettra des mutualisations en termes de fonctionnement, en termes de moyens informatiques, qui dégagera des marges et des économies. Nous avons également décidé de diminuer les budgets d'un certain nombre d'opérateurs qui avaient bénéficié de taxes affectées extraordinairement dynamiques qui avaient induit des fonds de roulement dodus et dormants. Enfin en tous les cas dodus, au moins dodus, peut-être dormants. Je pense à l'ADEME qui a vu, je crois, ses taxes affectées augmenter de près de 70% au cours des dernières années, afin qu'un fonds de roulement qui est passé de l'ordre de 60 millions à plus de 300 millions d'euros entre 2003 et 2013, ce qui nous a permis, sans porter atteinte aux objectifs pour lesquels l'ADEME avait été créée, de procéder à des prélèvements. Je pourrais également prendre l'exemple de l'agence de l'eau, des agences de l'eau, qui subissent un prélèvement qui n'est pas injuste et ne remet pas en cause leur fonctionnement compte tenu du niveau de fonds de roulement dont elles disposaient. Nous avons également revu nos politiques d'intervention et d'investissement. Je pourrais donner des précisions sur ce point tout à l'heure. Et qui permettent d'accompagner ce niveau d'économie. 3 millions sur l'État, 3 millions sur les opérateurs, 3 milliards sur les dépenses d'intervention de l'État, ça fait en tout 9 milliards. Je pourrais, si vous voulez, rentrer dans le détail des choses tout à l'heure. Je voudrais dire quelques mots maintenant sur les aspects fiscaux et sur les aspects croissance. Pour ce qui concerne tout d'abord la fiscalité des entreprises, nous faisons beaucoup d'efforts pour alléger les charges qui pèsent sur les entreprises en 2014. Je voudrais là aussi rappeler quelle est l'importance des chiffres. La mise en place du crédit d'impôt compétitivité emploi permet d'alléger les charges nettes qui pèsent sur les entreprises de 10 milliards d'euros en 2014. Au titre du budget 2013, 4,5 milliards d'euros avaient été prélevés sur les entreprises. Nous ne reconduisons pas la totalité des mesures prises l'an dernier. Au-delà de la mesure de rendement de 2,5 milliards d'euros dont je préciserai la modalité tout à l'heure, nous cherchons à faire 1 milliard d'euros au titre de la lutte contre la fraude
à travers notamment la mise en œuvre d'une partie du rapport réalisé par l'Inspection générale des finances sur les prix de transfert. Et comme vous le savez, le milliard de cotisations des entreprises destinées à financer la réforme des retraites sera intégralement compensé dans le cadre du budget 2014. C'est donc 4,5 milliards, dont un sera entièrement compensé, donc 3,5 milliards. Sur ces 3,5 milliards, vous avez 1 milliard au titre de la fraude. Donc sur les entreprises, là où l'an dernier 4,5 milliards avait été prélevé, c'est 3,5 milliards cette année, dont 1,5 milliard au titre de la fraude, c'est-à-dire 1 milliard de moins qui s'ajoute aux 10 milliards d'allègement de charges du crédit d'impôt compétitivité emploi. Je le dis parce que dans le discours ambiant sur la fiscalité, on oublie de dire que nous avons tout fait, et nous l'assumons, pour faire en sorte que dans la compétition internationale, nos entreprises retrouvent leur compétitivité. Et même si le préfinancement a été mis en œuvre en 2013 à travers la mobilisation de la PPI et du secteur bancaire, c'est en 2014 que le crédit d'impôt compétitivité emploi montera véritablement en puissance. Et le budget que nous présentons pour les entreprises est un budget qui va au bout de la volonté du gouvernement de restaurer la compétitivité dans les entreprises pour que, dans la compétition internationale, notre appareil productif soit beaucoup plus véloce. Nous avons décidé d'engager une réforme de la fiscalité des entreprises par-delà ce que nous avons décidé de faire en termes de pression fiscale pesant sur elles. Je voudrais dire quelques mots sur la philosophie de cette réforme, de manière à ce que nous puissions, dans le débat, aller là aussi au fond des choses. Nous avons raisonné sur 4 impôts. Les 2 impôts qui pèsent sur la production, l'IFA et la C3S, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les dividendes. Nous avons très vite écarté une augmentation de la taxe sur les dividendes de 3% qui avait été créée l'an dernier, parce que nous avons considéré qu'une augmentation de la taxe sur les dividendes était une manière d'envoyer un signal à ceux qui contribuent au financement de l'économie française en investissant en actions dans les entreprises. Nous avons considéré que ce signal n'était pas positif dans un contexte de mondialisation de l'économie où la concurrence est forte. Nous avons décidé de supprimer un impôt pesant sur la production, l'impôt forfaitaire annuel, et nous l'avons fait pourquoi ? Parce que nous considérons que les impôts qui pèsent sur la production sont des impôts qui taxent des entreprises qui ont un chiffre d'affaires extrêmement important, mais des résultats parfois faibles, ce qui n'est pas une bonne manière d'accompagner l'investissement. Et nous avons préféré, au terme d'une concertation approfondie avec les entreprises, supprimer un impôt, l'IFA, et engager un processus de basculement de l'impôt pesant sur le chiffre d'affaires vers un impôt pesant sur le résultat, l'excédent brut d'exploitation. J'entends les remarques sur le fait qu'un impôt sur l'excédent brut d'exploitation pourrait pénaliser l'investissement puisqu'il y a la prise en compte des amortissements dans cette assiette. Comme nous avons fait ce que nous avons fait au terme d'une concertation qui aurait pu se poursuivre et qui a vocation à se poursuivre à la faveur des assises de l'entrepreneur de la fiscalité annoncées par le président de la République, nous sommes bien entendu tout à fait désireux de procéder à des ajustements techniques qui permettraient de faire en sorte que cet impôt nouveau, qui s'inscrit dans une perspective, dans une trajectoire de modernisation de la fiscalité des entreprises, ne pénalise pas l'investissement. Pour ce qui concerne les entreprises, nous mettons en place un nouveau dispositif, un nouveau régime pour les plus-values mobilières au terme des assises de l'entrepreneuriat, un nouveau dispositif concernant les jeunes entreprises innovantes, je ne le détaille pas pour ne pas être trop long, qui là aussi conduit ceux qui prennent des risques en investissant dans les PME, PMI innovantes à disposer d'un régime fiscal qui soit intéressant. Enfin, nous prenons toujours pour la croissance, toujours dans le souci d'accompagner le retour de l'activité et pour atteindre l'objectif de l'inversion de la courbe du chômage, un certain nombre de dispositions, le taux réduit de TVA pour la construction de logements sociaux et les petites réparations, le taux réduit de TVA que nous introduirons par amendement, il a été annoncé par le président de la République après le dépôt du projet de loi de finances,
sur la rénovation thermique, la mise en place d'un taux réduit de TVA pour le logement intermédiaire réalisé par les institutionnels et un nouveau régime fiscal des plus-values immobilières qui est destiné à fluidifier le marché de l'immobilier à des fins de relance de l'activité du bâtiment. Nous mettons en place également une contribution énergie-climat qui est destinée à remplir nos engagements de financement du CICE, puisque vous savez que le CICE est financé à hauteur de 50% de son coût par des économies en dépenses, 6 milliards de TVA et 3 milliards de montée en puissance de la fiscalité écologique. Nous pourrons, si vous voulez, dans le débat, préciser les conditions dans lesquelles cette taxe sera mise en œuvre. Pour ce qui concerne les ménages, je voudrais indiquer que nous ne prenons pas de mesures à caractère général, à l'exception de la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu pour corriger une injustice qui a contribué avec la remise en cause de la demi-part des veuves à l'entrée dans le barème de l'impôt sur le revenu de Français qui n'avaient pas vocation à y entrer. Je voudrais d'ailleurs profiter de notre séance pour donner quelques chiffres que j'ai donnés à la Commission des finances de l'Assemblée nationale concernant la réalité de ceux qui sont entrés dans l'impôt sur le revenu cette année et qui n'en payaient pas l'an dernier, au regard de ce qui s'était passé les années précédentes. En 2011, je vais donner une séquence un peu longue de manière à ce qu'on voit quelle est la tendance de long terme. En 2011, le nombre de ceux qui ne payaient pas l'impôt et qui ont payé l'impôt était de 2,6 millions. En 2012, c'est 2 910 000 Français qui ne payaient pas l'impôt, qui sont entrés dans l'impôt sur le revenu. De plus, c'est-à-dire que ce sont des Français qui ne payaient pas l'impôt l'année précédente et qui deviennent imposables l'année suivante. Donc 2011, 2,6 millions, en 2010 ne payaient pas l'impôt, le paient en 2011. En 2012, c'est 2 910 000 qui ne payaient pas l'impôt et qui le paient. En 2013, c'est 2,6 millions, c'est-à-dire près de 400 000 de moins que l'année précédente. Je donne ces éléments-là parce qu'il y a eu toute une campagne de presse sur le fait que des Français très nombreux étaient rentrés subitement dans l'impôt pour des raisons qui tenaient à la fiscalité mobilisée. Ces chiffres ne correspondent pas tout à fait à la réalité. Les chiffres que nous vous donnons sont les chiffres de la Direction générale des finances publiques. J'invite tous ceux qui disposent d'un moyen de contrôle sur pièce et sur place à venir vérifier ces chiffres. Ils seront les bienvenus. Mais en tous les cas, dans l'attente de ces contrôles éventuels, nous communiquerons la totalité de ces tableaux aux membres de la Commission des finances, de manière à ce qu'ils puissent faire l'objet de l'analyse la plus fine possible de la part de chacun et chacune d'entre vous. Hormis la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu, de la mise en place d'une décote qui vient conforter ce que nous avons fait l'an dernier, il n'y a pas de mesure générale concernant l'impôt sur le revenu. Nous ne prenons que des mesures ponctuelles. Je veux rappeler quelles sont ces mesures ponctuelles et les raisons pour lesquelles nous les prenons. Il y a une modification du quotient familial qui est une mesure de rendement destinée à combler le déficit de la branche famille et qui est représenté à un niveau relativement significatif de 2,5 milliards et à financer un certain nombre des mesures que nous avons décidé de prendre au titre du plan contre la pauvreté, mais pas seulement, les créations des 270 000 places et solutions d'accueil pour les jeunes enfants, la mise en place d'une augmentation de l'allocation de soutien familial et du complément familial sur 5 ans, enfin sur les années qui nous séparent de la fin du quinquennat. Toutes ces mesures sont rendues possibles par la modification de quotient familial. Il y a eu 2 mesures que nous prenons pour les retraites, l'augmentation de la cotisation pour les salariés, la fin de la non-fiscalisation des majorations de 10% de majoration de pension pour les familles ayant élevé 3 enfants. Tout cela est pris pour financer la réforme des retraites et la mesure que nous prenons au titre des niches HCAM est destinée, au terme de l'accord national interprofessionnel, à généraliser les complémentaires santé. Donc chacune des mesures que nous prenons et qui impactent les ménages a un objectif très simple et très concret, qui est de rétablir les comptes des branches déficitaires de manière à sauver, à conforter, à réinventer le modèle social français. Je voudrais ensuite conclure sur un sujet qui intéresse particulièrement le Sénat et qui concerne les collectivités territoriales.
que je réservais pour la fin pour des raisons qui tiennent à la spécificité de cette Assemblée. Ce que je n'ai pas fait à l'Assemblée nationale, mais je veux ici être précis et détaillé sur cet aspect des choses. Nous avons décidé dans les économies que nous réalisons de diminuer les dotations allouées aux collectivités territoriales. Cela représente dans les 3 milliards d'efforts faits sur les opérateurs et les structures avec lesquelles nous sommes en relation financière, un effort de la part des collectivités locales très considérable. Ce milliard 5 se répartit entre les différentes strates de collectivités locales à partir de multiples critères que je rappelle brièvement. Le pouvoir de taux des collectivités locales au terme des différentes lois de décentralisation. Vous connaissez cela par cœur, vous savez que les pouvoirs de taux des différentes collectivités locales sont inégaux, que certains disposent d'un pouvoir de taux encore significatif, je pense à la strate communale et intercommunale, alors que d'autres, comme les régions, ont perdu une grande partie de leur pouvoir de taux, et que d'autres encore gardent un peu de pouvoir de taux, mais en ayant à faire face à des dépenses contraintes extrêmement lourdes, qui les mettent en face d'un effet de ciseau qui obère leur capacité d'action. Je pense notamment aux départements. Nous avons donc décidé de répartir ce milliard 5 en fonction de ces éléments. Cela conduit la strate intercommunale à participer à 56% de l'effort, puisque la strate communale et intercommunale, bien sûr, la 2, contribueront à hauteur de plus de 800 millions d'euros à l'effort, ce qui représente 56% de l'effort. Je crois que c'est exactement 840 ou 836, c'est ça, millions d'euros. Pour ce qui concerne les départements, ils contribueront à 32% de l'effort, à 476 millions d'euros, et les régions à hauteur de 12% de l'effort, 184 millions d'euros, pour des raisons que je viens de vous indiquer. Dans le même temps où nous mettions en place cette répartition, nous avons décidé de signer un contrat, un pacte de confiance et de responsabilité avec les collectivités territoriales. Ce pacte de confiance et de responsabilité, qui ne remet pas en cause l'effort qui est fait en termes d'économie par les collectivités territoriales, dont je vous parlais à l'instant, autour de 1,5 milliard, était destiné à créer les conditions d'un apurement d'une situation passée qui mettait des collectivités territoriales dans une situation particulièrement difficile. Je dois dire d'ailleurs que cette négociation entre l'État et les collectivités territoriales s'est passée dans un contexte de relatif consensus, puisque nous avons réussi avec les départements à trouver un accord qui a donné satisfaction à l'ensemble de ceux qui ont participé à la discussion. Les collectivités départementales se trouvaient dans une situation où elles devaient faire face à des dépenses contraintes extrêmement dynamiques au titre de la PCH, de l'APA et du RSA, en même temps que les recettes dont elles disposaient, je pense notamment aux recettes fiscales, les droits de mutation à titre onéreux, avaient connu du fait de la crise une évolution plutôt à la baisse. Il a donc été décidé de transférer au département des frais de gestion dynamiques adossés à des impôts locaux et un pouvoir de taux sur les DMTO, conduisant à passer le taux des DMTO de 3,8 à 4,5, en même temps qu'elles bénéficieront d'un effet d'assiette, puisque la réforme des PVI dont je vous parlais tout à l'heure aura pour effet de dynamiser l'assiette des DMTO dont bénéficieront les départements, ce qui permettra aux départements de pouvoir faire face dans de meilleures conditions aux dépenses auxquelles ils doivent faire face. Nous avons fait de même avec les régions, au terme de la décision prise, de supprimer la DGD formation professionnelle, la remplacer là aussi par un panier de frais de gestion dynamique auxquels s'ajoute de la TICPE. Voilà ce que nous avons fait sur les collectivités territoriales, des économies, un pacte de confiance qui appure une situation passée, de manière à ce que nous puissions poursuivre les discussions avec les collectivités locales dans un cadre assaini et qui permettent à ces dernières de ne pas perdre ni de leur autonomie, ni de leur capacité d'investissement dans un contexte où les collectivités locales concourent largement à l'investissement, puisqu'elles représentent, je crois, jusqu'à 65% de l'investissement national. Mesdames et messieurs les sénateurs, en ayant été le plus synthétique possible, mais malgré cela, en ayant été, Monsieur le Président, encore trop long. Monsieur le ministre,
commençons à vous connaître et nous savons que sans notes, vous pourriez parler pendant un temps encore beaucoup plus long de ce projet de loi de finances pour 2014, car vous en connaissez à l'évidence tous les aspects et dans toute leur précision. Alors, selon l'usage, c'est à présent notre rapporteur général, François Marc, qui va vous poser une série de questions. J'en ajouterai quelques-unes de très brèves. Vous nous répondrez si vous le voulez bien, toujours selon l'usage, et ensuite le débat général sera ouvert. Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il y a quelques semaines, notre Commission des finances recevait ici au Sénat le commissaire européen chargé de l'euro, M. Olli Rehn, qui nous a attiré notre attention sur les exigences qui allaient être formulées vis-à-vis de tous les pays européens et d'une autre, en l'occurrence, dans son propos. Et nous étions donc curieux de connaître l'appréciation qu'il allait porter sur le projet de budget qui lui a été soumis. Or, je prends connaissance du propos qu'il a tenu il y a 3 jours. Et M. Olli Rehn dit ceci: « Je suis conscient des efforts importants consentis par la France pour restaurer ses finances publiques. Ce projet de loi de finances est marqué par la responsabilité et la prudence. » Je crois que cette appréciation, Monsieur le Ministre, indique à quel point le gouvernement a veillé à s'inscrire dans la perspective qui était déjà lancée avec la trajectoire sur laquelle nous étions prononcés. Prudence incontestablement, vous l'avez dit, sur le taux de croissance anticipé, et là encore le Haut Conseil qui s'est mis en place et qui pour la première fois donné son avis a jugé plausible les hypothèses qui ont été retenues sur le plan macroéconomique, et prudence aussi en ce qui concerne le souci qui a été le vôtre de veiller à une très grande rigueur dans le chiffrage des grands agrégats. Et puis, responsabilité, me semble-t-il, il faut le souligner, parce que l'équation n'est pas très simple. Vous avez indiqué que le déficit est très important et qu'il faut donc veiller à le réduire, alors même que nos concitoyens attendent que la croissance et le souci de l'emploi soient pris en considération. L'équation est difficile. Et en même temps, vous aviez aussi à mettre en musique le dispositif sur la compétitivité et l'emploi qui a été voté l'an passé et qui nécessite un financement très conséquent. Toutes choses qui me conduisent à penser, Monsieur le Ministre, qu'il y a véritablement, à travers ce budget pour 2014, la manifestation d'une préoccupation à la fois de la tenue des comptes publics, du redressement des comptes publics, de la préoccupation de l'avenir, puisque vous avez veillé le gouvernement a veillé à mettre en avant le souci de la jeunesse d'une façon manifeste, de la justice aussi, de la sécurité également. Mais la jeunesse, je crois que c'est important de le souligner. Et vous avez indiqué qu'il y avait un certain nombre de mesures pour le pouvoir d'achat. Donc, je crois pouvoir dire en cet instant qu'il y a incontestablement aujourd'hui une maquette budgétaire sur laquelle on ne peut que reconnaître les vertus qui ont été celles du gouvernement dans la précision apportée et les ambitions manifestées. Au-delà de cette appréciation, je me permettrai simplement de poser une question, je m'en tenir à une seule, parce que je fais partie dans cette salle des croyants, Monsieur le Ministre. Il y a peut-être des gens qui sont en phase de conversion, peut-être plutôt sur ce côté de notre salle, et qui auront peut-être besoin de poser des questions pour faire cheminer leur effort de conversion vers les thèses que vous défendez. Ma question porte sur la trajectoire, parce qu'au fond, on a bien compris qu'il y avait des ajustements tant pour le moyen terme que pour le plus long terme, et en particulier s'agissant du solde structurel, on est en questionnement concernant 2017 et concernant notre capacité à atteindre l'objectif du solde structurel
positif en 2017, malgré l'ajustement à la baisse qui a été fait sur le court terme. Et puis, bien entendu, l'horizon des 3% du PIB sur 2015 reste une interrogation, puisque là aussi, on a un ajustement qui pourrait conduire à penser que ce sera peut-être plus difficile. Donc, je souhaitais pour ma part être en questionnement sur ces deux thèmes liés à la trajectoire. Nous avons voté, certains d'entre nous, le TSCG. Nous avons le sentiment qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'exigences sur lesquelles il faut être vigilant. La trajectoire a été tracée et nous nous sommes prononcés. Bref, Monsieur le Ministre, sur ce point, pouvez-vous nous confirmer qu'il y a bien une volonté d'atteindre ces deux objectifs conformément à ce qui a été fixé dans cette trajectoire? Voilà, Monsieur le Président, le point d'éclairage que je souhaitais avoir, mais je laisserai aux collègues le soin de poser d'autres questions. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur général. Pour ce qui me concerne, Monsieur le Ministre, j'aurais souhaité en rester à quelques questions de méthode au moment d'entamer ce débat. François Marc évoquait à l'instant les appréciations de la Commission de l'Union européenne. C'est la première année que la procédure dite du two-pack s'applique. Cette procédure permet à la Commission de faire des remarques et sollicite de la part des États une transmission du projet de budget à la dite Commission. Pourriez-vous nous dire concrètement comment cette procédure va fonctionner et dans quel délai? J'en viens à un autre aspect qui est issu de la loi de programmation des finances publiques 2012-2017. À l'article 18, ce texte prévoit que les niches fiscales font l'objet chaque année d'une évaluation par cinquième. Alors, comme chacun le sait ici, le projet de loi de finances pour 2014 prévoit la suppression de quelques niches fiscales, peut-être la création de quelques autres, mais je n'ai pas encore eu connaissance des évaluations prévues par la loi de programmation. Sont-elles disponibles? Quand seront-elles disponibles, Monsieur le Ministre? Et j'en viens, et vous l'avez cité vous-même, c'est l'une des innovations de la procédure de cette année, à l'avis émis le 20 septembre par le Haut Conseil des finances publiques. Il constate que, compte tenu des nouvelles prévisions d'exécution pour 2013, le solde structurel de nos finances publiques sera vraisemblablement supérieur de plus de 0,5 point de produit intérieur brut à celui prévu par la programmation. En conséquence, il indique dès maintenant, le Haut Conseil, que le mécanisme de correction automatique des dérapages devra être déclenché. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, comment, selon vous, cette procédure va fonctionner? Et enfin, j'aurais souhaité quelques précisions, au moins méthodologiques ou sémantiques, sur la notion de pause fiscale. Elle a été employée à différentes reprises et sous différentes acceptions. Quelle est votre définition de la pause fiscale, Monsieur le Ministre? À l'aune de quels indicateurs pourra-t-on, a posteriori, constater qu'il y a bien eu ou non pause fiscale? Est-ce la stabilisation du taux des prélèvements obligatoires? Est-ce l'absence de mesures nouvelles de prélèvements obligatoires dans les textes financiers? Ou bien faut-il retenir une autre interprétation? Et j'en termine avec un aspect que vous avez abordé vous-même ainsi que François Marc, le cadrage macroéconomique. Il est vrai que l'avis du Haut Conseil des finances publiques est très équilibré. Il comporte aussi l'indication du caractère optimiste, selon lui, des prévisions d'emploi pour 2014, ce qui peut conduire à une surestimation des recettes sociales et à une sous-estimation des dépenses d'assurance chômage. Il serait utile que vous puissiez nous donner vos commentaires à ce propos, de même d'ailleurs que sur le coefficient d'élasticité qui permet de calculer les recettes fiscales et qui fait l'objet de quelques commentaires dans l'avis du Haut Conseil.
en définitive, et je m'arrêterai là, cet avis qui est riche et qui montre l'apport de cette institution qui incarne la doctrine économique à nos débats budgétaires, cet avis du Haut Conseil porte aussi sur les effets du crédit d'emploi compétitivité, du crédit d'impôt compétitivité emploi. Et il indique que le CICE ne saurait être assimilé, que ces effets ne sauraient être assimilés à ceux d'une baisse des charges et que par conséquent, selon lui, le chiffrage de 90 000 emplois est discutable. Voilà quelques éléments de nature méthodologique, Monsieur le Ministre, pour que nous puissions ensemble entamer ce débat. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces questions. Je vais commencer par les questions évoquées par le rapporteur général. Comme vous l'avez indiqué, Monsieur le rapporteur général, nous sommes dans une discussion constante, vous l'avez d'ailleurs vous-même évoqué, Monsieur le Président, avec la Commission européenne au titre du semestre européen, des dispositions prises récemment par nos assemblées, le Parlement européen au titre du TUPAC, et par conséquent, nous transmettons l'ensemble des éléments à la Commission européenne, j'y reviendrai tout à l'heure, qui lui permet de mesurer l'adéquation qu'il y a entre la trajectoire dans laquelle on s'est engagé et les budgets qui, en annualité budgétaire, incarnent la volonté de respect de ces objectifs. Vous m'avez posé des questions. Une question, Monsieur le rapporteur général, sur la trajectoire de solde structurel que nous avons définie, sur la capacité que nous aurons à l'atteindre, compte tenu de ce que nous avons indiqué dans le programme de stabilité, et notamment sur l'objectif qui est le nôtre en termes de solde structurel à la fin du quinquennat, à l'horizon 2017. Nous avons effectivement présenté une trajectoire de finances publiques. Notre objectif reste inchangé, très conforme à ce que nous avions indiqué au début du quinquennat, c'est-à-dire l'équilibre structurel en fin de période. Nous souhaitons atteindre ces objectifs grâce aux efforts importants, accrus en matière de maîtrise de la dépense publique dans lesquels nous sommes engagés et dont témoigne d'ailleurs le budget 2014, puisque nous faisons un effort d'économie en dépenses très significatif, je l'ai indiqué tout à l'heure, de 15 milliards d'euros. À partir de 2015, nous entendons poursuivre cet effort à la hauteur, au moins à la hauteur de 2014, et l'effort à partir de 2015 ne portera que sur des économies en dépenses. Comme nous l'avons indiqué à l'occasion de la présentation du programme de stabilité, le poids de la dépense publique dans le PIB baissera de 3 points entre 2013 et 2017, et cette inflexion commence dès 2014. Grâce à cela, notre solde structurel en 2017 sera conforme à l'objectif que nous étions fixés, c'est-à-dire 0. Le solde nominal sera en revanche négatif, moins 1,2% du PIB, car par prudence, nous n'avons pas fait l'hypothèse d'un rattrapage de l'écart de production négatif accumulé pendant la crise. Monsieur le Président Marini, vous me posez des questions précises, multiples, nombreuses, auxquelles je vais essayer de répondre de façon rapide. D'abord, vous me posez la question de savoir où nous en sommes du processus du TUPAC, du SISPAC, du semestre européen. Comme vous le savez, puisque cela a été rendu public, Pierre Moscovici s'est rendu à Bruxelles au lendemain de la présentation de notre budget afin de le présenter à Monsieur Olli Rehn. Le document qui a été rendu public aujourd'hui, le rapport économique et social et financier, est un document qui a été rendu public conformément au calendrier prévu, et la Commission européenne a 15 jours pour réagir à son document, et si des problèmes majeurs se présentent, nous en serons bien entendu tout à fait informés, et nous aurons absolument à ce moment-là à prendre un certain nombre de mesures correctrices. Voilà quel est le dispositif qui est arrêté. Vous m'avez interrogé ensuite sur les niches fiscales. Et comme vous le savez, nous avons mis en place des conférences fiscales qui nous ont permis de supprimer des niches inefficaces, et cela fait partie du processus continu, constant d'évaluation dans lequel nous nous sommes engagés. Ces évaluations seront transmises
à la Commission dans le cadre des questionnaires habituels et les évaluations au terme de ces questionnaires vous seront communiquées au plus tard avant la fin de l'année. L'objectif de dépenses fiscales qui est fixé par l'article 14 de la loi à 70,8 milliards, donc stabilisation en valeur, est plus que respecté puisque nous sommes à 68,9 milliards en 2014, comme il est indiqué à l'article 1er. Alors, les autres questions concernées... Non, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions que vous aviez posées. Quelques autres questions, mais enfin, vous pouvez les retrouver un peu plus tard, Monsieur le Ministre. Non, mais allez-y. Je vous demandais en particulier votre définition de la pause fiscale. Ah oui, non, ça, je ne veux pas donner le sentiment d'échapper à cette question. Oui. C'est une question délicieuse, amicale, et à laquelle je veux apporter une réponse précise. Lorsqu'il s'agit de mesurer la politique fiscale d'un gouvernement, ce qui mesure l'effort fiscal, c'est l'augmentation année après année de la pression fiscale. Nous nous sommes engagés, par conséquent, des prélèvements obligatoires. Nous nous sommes engagés, dans le cadre du programme de stabilité, dans une trajectoire. Et cette trajectoire voulait qu'en 2013, si nous étions conformés à cette trajectoire, nous augmentions les prélèvements obligatoires de 0,3%. Comme vous pouvez le constater, nous ne les augmentons pas de 0,3%, mais nous les augmentons de 0,15%. Et si on neutralise l'effet de la lutte contre la fraude fiscale dans les 0,15, en réalité, nous les augmentons de 0,05. Et quand l'on passe de 0,3 à 0,05, c'est-à-dire qu'on va bien en deçà de l'objectif que l'on s'était signé dans le cadre des documents qui nous lient à l'Union européenne, je peux dire aussi les choses autrement. Il a été prélevé 20 milliards en 2011, 13 milliards par le précédent gouvernement en 2012, auquel l'actuel gouvernement a ajouté 8, et 13 milliards en 2013. Là, si je neutralise l'effet de la fraude fiscale, c'est 1. Donc quand on passe de 30 à 1, puis jusqu'à la fin du quinquennat à 0, puisque nous avons l'intention de faire 0 en 2015, 0 en 2016 et 0 en 2017, ça s'appelle la pause fiscale. Elle commence en 2014, puisqu'on fait non pas 0,3 mais 0,05, et elle se poursuit en 2015, 2016 et 2017, puisque nous faisons 0. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vous avais également demandé, s'agissant de l'avis du Haut Conseil, comment vous voyez la procédure de correction automatique. Alors, pour ce qui concerne la procédure de correction automatique, si elle devait intervenir, elle interviendrait l'année prochaine. Je vous rappelle, Monsieur le Président, et vous le savez, que ce qu'a apprécié le Haut Conseil des finances publiques, c'est la différence, conformément d'ailleurs à ce que prévoit la loi organique. Juridiquement, le Haut Conseil des finances publiques ne pouvait pas faire autrement. C'est le décalage qui existe entre la trajectoire que nous présentons au titre de la loi de finances pour 2014 et ce qui était prévu au titre de la loi pluriannuelle des finances publiques. Mais vous savez que depuis que nous avons adopté cette loi pluriannuelle, une négociation est intervenue avec l'Union européenne qui a redéfini le calendrier de nos engagements. Et par conséquent, compte tenu du fait que les négociations avec l'Union européenne nous ont donné davantage de temps pour atteindre les objectifs et respecter la trajectoire de la loi pluriannuelle de finances publiques, nous avons donné bien entendu ces éléments au Conseil dans notre réponse. Le Haut Conseil a indiqué dans son avis qu'il aurait à se prononcer de nouveau au mois de mai, et par conséquent, nous aurons dans le courant de l'année 2014 à regarder la manière dont, en liaison avec le Haut Conseil des finances publiques, nous mettons en adéquation la trajectoire avec notre budget. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc, le débat général est ouvert. J'ai plusieurs intervenants inscrits, messieurs Botrel, Delahaye, Delattre, mesdames Keller et Beaufils. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Alors, je vois monsieur Doligé. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Non, c'est tout pour l'instant. Donc, nous allons
commencer par M. Yannick Botrel, sénateur des Côtes-d'Armor. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord saluer la clarté du propos du ministre dans la présentation du budget de 2014 et je partage l'analyse globale de François Marc sur cette présentation. Donc vous aurez compris, Monsieur le ministre, que je n'appartiens pas au camp des sceptiques, mais comme François Marc, au camp des croyants. Sur un premier sujet, un sujet sensible, qui a été celui du gel du barème, vous avez donné un certain nombre d'indications. 2011, plus 2 600 000 contribuables, 2012, plus 2 910 000 et 2 600 000 en 2013. La réindexation du barème de l'impôt sur le revenu conduira à quel résultat prévisionnel en 2014 ? On a une évolution intéressante sur les 3 dernières années, mais les mesures prises, où nous conduiront-elles en matière sur cette question particulière ? Ensuite, deuxième question, vous avez souligné l'effort extrêmement important qui est demandé aux administrations de l'État et plus largement aux opérateurs de l'État également, mais aussi aux fonctionnaires. Et cela s'inscrit dans le cadre budgétaire annuel, celui de 2014, mais un tel effort est-il reproductible et, selon vous, amplifiable dans la période qui va suivre ? Ensuite, les mesures qui ont été prises, en dépit de leur caractère fort, et j'y insiste, conduisent à une augmentation à nouveau prévisionnelle de la dette en 2014, puisque là aussi 93,4% du PIB en 2013, 95,1% du PIB en 2014. Jusqu'où faut-il aller? Parce que j'imagine, on n'a pas, enfin, en tout cas, je n'ai pas connaissance du taux auquel la France emprunte actuellement, mais il me semble, si les choses sont restées identiques aux explications qu'avait données Pierre Moscovici, le taux est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, la charge de la dette dans le budget, on le voit, est stabilisée. Mais la question que je me pose, curiosité intellectuelle, est de savoir à quel moment, compte tenu des efforts réalisés, on pourra stabiliser la dette de la France en attendant qu'elle baisse. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. La parole est à Vincent Delahaye, sénateur de l'Essonne et maire de Massy. Merci pour cette présentation complète, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci de votre présentation très claire. Effectivement, moi je fais partie plutôt des critiques que des supporters, hein. Je le dis tout de suite, mais on aura l'occasion d'y revenir dans le débat en séance, donc on va pas parler de la pause fiscale, de l'effort demandé aux familles, des économies qui n'en sont pas. On en reparlera, je pense, lors du débat. Pour ma part, moi, je voudrais que vous m'expliquiez à partir de quel moment vous pensez que le déficit conjoncturel va s'inverser. Parce que là, on s'aperçoit qu'en 2014, vous prévoyez qu'il augmente, qu'il passe de 1,5 à 1,9% du PIB. Donc, c'est un peu comme la dette. Moi, j'aimerais savoir à quel moment on va inverser, parce qu'on baisse le déficit structurel, je l'avais déjà dit dans la loi de règlement de 2012, et parallèlement, le déficit, lui, conjoncturel augmente. Donc, ça m'intéresserait de savoir à quel moment vous pensez qu'il va diminuer, puisque vous avez annoncé qu'il sera à 1,2% en fin de période. Donc, j'aimerais savoir. Ensuite, sur l'économie, sur la dette, parce que moi, la dette m'inquiète énormément, à 95% du PIB aujourd'hui. Avec quelles hypothèses de taux vous avez établi ce budget? Parce que j'ai vu qu'il y avait une économie de 0,5 milliards qui était prévue sur la charge de la dette. Quelles sont les hypothèses de taux sur lesquelles vous êtes basé? Voilà, et j'aimerais être sûr qu'ils ne sont pas trop optimistes non plus, parce que après on risque plutôt d'avoir des mauvaises surprises que des bonnes sur ce point-là. Sur la baisse des opérateurs, je terminerai là-dessus, parce que sur la baisse des collectivités locales, on y reviendra, mais sur la baisse des opérateurs, j'ai noté que c'était 4%, 3 milliards. Hein. Si je regarde les dépenses du budget général qui comprennent les opérateurs, en fait, j'ai une quasi-stabilisation. Ça veut dire que, en fait, l'effort qui est demandé aux opérateurs, c'est les autres dépenses qui augmentent d'autant, j'imagine, puisqu'on a une quasi-stabilisation de ces dépenses du budget général.
Donc j'aimerais que vous me confirmiez ça. Et est-ce que sur les opérateurs, on regarde la politique salariale des opérateurs? Parce que moi j'ai constaté sur beaucoup d'opérateurs que les charges salariales étaient très importantes. Voilà. Merci beaucoup. La parole est à Francis Delattre, sénateur du Val d'Oise et maire de Franconville. J'appartiens alors sur ce budget, moi, carrément à la catégorie des mécréants, Monsieur le Président. Alors, je voudrais poser la question au ministre. Plausible, est-ce que ça le rassure de dire c'est plausible, alors que les grands instituts, finalement, aujourd'hui, ne se sont pas vraiment prononcés sur le scénario macroéconomique. Est-ce que vous y voyez une limite ou un encouragement? Vous avez commencé votre intervention aussi en évoquant l'inversion de la courbe du chômage. Pour vous dire carrément ce que nous pensons de la courbe aujourd'hui. Si c'est la courbe à inverser dans les mois qui viennent, elle est souhaitable, on demande à voir. Mais en tout cas, aujourd'hui, sachez que ce que nous pensons, c'est que c'est uniquement des manipulations statistiques. Je crois il faut que nous le disions. Car nous savons aussi qu'à travers toutes les procédures actuelles devant les tribunaux de commerce sur certaines entreprises en grande difficulté, nous savons qu'il y a 165 000 emplois du secteur marchand totalement menacés. Donc on peut s'interroger sur l'idée d'inverser réellement la courbe du chômage. Alors, vous avez dit aussi, la croissance, c'est prioritaire. Je dirais, bon, on partage totalement cette croyance. Mais, je veux dire, on verra. Par contre, vous dites ensuite, le deuxième axe de notre politique, c'est le redressement des comptes. Alors, le redressement des comptes, c'est quand même déjà inquiétant. L'endettement, comme l'a très bien expliqué notre collègue des Côtes d'Armor, c'est aggravé. Et la cote, c'est 90%. Tout le monde sait, au-delà de 90%, on est quand même un peu en danger. Le déficit, c'était 3, c'est 3,5, et maintenant c'est 4,1. Et c'est vrai que la sémantique a vraiment s'est emparée du débat budgétaire, puisque dans les documents même de l'administration, on nous dit en 2013, l'effort de redressement s'établirait à 1,7 point du PIB. Alors, on peut comprendre qu'en 2014, on nous dise l'effort de redressement s'établirait à 0,9 points. Mais nous dire aujourd'hui, en octobre, qu'il s'établirait, je voudrais savoir, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous entendez par s'établira, nous paraîtrait quand même plus rassurant. Ensuite, sur le problème de la compétitivité. Alors, le Président a parlé du CICE. Je dirais que sur le CICE, le désenfumage est largement amorcé, puisque tout le monde se souvient, M. Gallois a dit le choc de compétitivité, c'est 30 milliards. Les ministres nous ont dit c'est plutôt 20. Vous comprenez, compte tenu des difficultés. Et maintenant, nous savons que pour 2014 et probablement pour les années qui viennent, ce sera 10. Est-ce qu'on peut parler de choc de compétitivité, réduisant les charges sur les entreprises de l'ordre de 10 milliards? Est-ce qu'on peut aussi parler de dire qu'on cible les entreprises industrielles, alors que dans tous les scénarios qui sont aujourd'hui établis, c'est la grande distribution, la poste, les banques, les travaux publics qui sont essentiellement concernés. Alors je sais que c'est très difficile de cibler, mais je pense quand même que si on n'a que 10 milliards de disponibles, il faudrait vraiment recibler le CICE. Sur la compétitivité aussi, vous nous dites, nous faisons des efforts pour les entreprises pour qu'elles retrouvent les conditions d'aborder la concurrence mondiale correctement, et vous nous dites que vous allez mettre en place une taxe sur l'EBE, c'est-à-dire l'excédent que tout le monde connaît, qui fait que, assez curieusement, c'est effectivement les entreprises qui investissent lourdement qui seront taxées. Quelles sont les entreprises qui investissent lourdement, Monsieur le ministre? C'est les entreprises industrielles. On peut se dire ça sans polémiquer. Vous dire que c'est une vraie question. Alors, et enfin, pour terminer, puisque je crois qu'il est déjà tard, mais on verra tout ça en séance publique, cette fameuse réforme, Monsieur le ministre, numéro 14 du catalogue présidentiel, c'est-à-dire la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu pour un impôt que vous nous prétendiez beaucoup plus juste. Est-ce que cette réforme est abandonnée ou est-ce que vous y travaillez?
Merci beaucoup. La parole est à Madame Fabienne Keller, sénateur du Bas-Rhin et conseillère municipale de Strasbourg. C'est top le CV par le président Marini. Quelques réflexions à mon tour, non sans vous avoir salué, Monsieur le Ministre, après vous avoir connu comme ministre des Affaires européennes, avec plaisir à Strasbourg. Première réflexion sur la pause fiscale. Elle va peut-être finir par arriver, mais pour l'instant, on n'y est pas. Et j'étais très impressionnée par le chiffre qui figure dans le tableau, page 12 de la synthèse. 71,9 milliards de recettes cette année, contre 59,5 l'année précédente. Plus 12 milliards d'euros. C'est tout à fait considérable. Et la pause fiscale, elle n'est pas encore pour le budget que vous nous proposez, puisqu'il y a encore 3,4 milliards de plus qui se surajoutent pour l'année suivante, la stabilité, et pour plus tard. Donc avec mes collègues, je voudrais m'inquiéter quand même de ce signal fort donné aux ménages et qui, vous le savez, nous le savons tous, a donné encourager les ménages à augmenter leur taux d'épargne. Deuxième réflexion sur les investissements d'avenir. Alors, je ne sais pas si je suis trompée par la présentation, mais par exemple, à la page de l'enseignement supérieur et de la recherche, le budget apparaît en forte augmentation, mais c'est lié à l'intégration de des investissements d'avenir. Alors, M. Gallois nous a expliqué tout à l'heure que c'était dans les déficit maastrichtien, mais pas dans le budget de l'année, puisque c'est intégré dans le déficit budgétaire, en l'occurrence pour ceux qui sont dépensés en 2014, c'était déjà encaissé en 2010. Donc, quel est l'effet des investissements d'avenir, dont on voit bien qu'il a l'effet de gonfler les lignes sur les missions, pour la faire plus courte, ça augmente les montants sur les missions telles que c'est présenté, mais en fait, ça n'apparaît pas en déficit budgétaire de l'année. Ça appartient juste dans le maastrichtien. Troisième question. Donc il y a un gonflement égal au montant qui doit être, je sais pas, de 8 milliards des dépenses effectives sur l'ancien investissement d'avenir, sur l'historique. Dernier point sur la fiscalité écologique. Vous avez annoncé donc 3 milliards de recettes supplémentaires. Je pense qu'il s'agit de l'évolution de la fiscalité sur l'énergie médiatisée il y a une dizaine de jours maintenant, mais vous l'avez affecté en totalité au CICE. Or, je croyais que dans les annonces du président à la conférence environnementale, il était prévu de répartir ce qui est le principe d'une fiscalité environnementale, d'être recyclable, de la flécher vers des investissements pour les isolations thermiques, vers l'utilisation de véhicules plus respectueux de l'environnement, aider les entreprises, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser cela, ou est-ce que là aussi c'est promis, mais pour plus tard? Merci beaucoup. La parole est à Madame Marie-France Beaufils, sénateur d'Indre-et-Loire et maire de Saint-Pierre-des-Corps. Merci, Monsieur le Président. Là aussi, le CV est exact. Je viendrai à plus des avis et quand même quelques interrogations. Bon, tout d'abord, j'ai bien entendu l'exigence du TSCE et la volonté d'y répondre. Malheureusement, j'aurais préféré qu'on regarde d'un petit peu plus près les conséquences de ces exigences dans des pays qui ont mis en place des réductions très très fortes de leurs dépenses et qu'on voit combien malheureusement leur redressement n'est pas à l'ordre du jour. Moi, je suis très inquiète sur une partie de la même page 12 que Fabienne Keller. Impôt sur les sociétés, on a une chute très très importante. Or, le constat quand même qu'on est amené à faire, c'est que cet impôt sur les sociétés, il est surtout d'une très grande inégalité, puisqu'on est 8% pour des plus grandes entreprises, particulièrement celles du CAC 40, et plus de 33%, enfin les 33% sont appliqués pour les PME. Je me dis que si on avait quelque chose à redresser, ça serait plutôt à faire un équilibrage meilleur par rapport à ça, mais pas se retrouver avec des chutes aussi importantes en termes de ressources, d'autant qu'on sait très bien que la valeur ajoutée créée dans les entreprises toutes ces 20 dernières années se sont traduites, cette valeur ajoutée s'est traduite par une part
de rémunération consacrée au salaire relativement modeste avec peu d'évolution, mais par contre une rémunération du capital qui a progressé de 25% environ. Donc, je veux dire, on sent bien qu'aujourd'hui, c'est plutôt une autre conception qu'il faut que l'on fasse bousculer que de réduire l'impôt sur les sociétés dans son ensemble. Mais je voudrais venir à des questions plus précises. Alors, je n'ai pas eu le temps de regarder la totalité. Dans des discussions qu'on avait eues précédemment, il était question d'engager en loi de finances un certain nombre de mesures pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. Je n'ai pas eu le temps de regarder s'il y avait des réponses véritables, et comme vous n'avez pas eu le temps de l'aborder dans le laps de temps exigé, j'aimerais que vous nous disiez un peu ce qui est envisagé dans ce domaine. Moi, je voudrais vous dire mon inquiétude sur la baisse des moyens des services, à la fois en personnel et en moyens, parce qu'on sait très bien que service public de l'État en baisse, c'est bien souvent la sollicitation des collectivités territoriales en retour. Et comme il y a une réduction importante des dotations de l'État en direction des collectivités et que ces mêmes collectivités ne sont pas en capacité de faire évoluer leurs recettes d'imposition, nous risquons de nous retrouver avec des populations qui ont une exigence de service public, qui ont un pouvoir d'achat relativement impacté par leur situation économique, mais aussi par d'autres mesures sur lesquelles je vais venir, et on risque de se retrouver avec une aggravation de la vie de nos populations. Donc, j'aimerais que vous nous éclairiez un petit peu sur la façon dont vous voyez ces conséquences. Bon, je l'ai dit au comité des finances locales, moi je pense que la réduction des moyens des collectivités territoriales, elle aura des conséquences sur l'économie dans nos territoires et sur l'emploi, et ça je pense que c'est contre-productif par rapport à l'orientation que vous vous êtes donnée dans votre budget. Moi j'aurais une question très précise à laquelle vous n'avez pas eu le temps de répondre au comité des finances locales. Il n'y a donc pas eu... il y a eu maintien plutôt de la non-indexation de l'impôt sur le revenu lors des dernières lois de finances, et nous avions soulevé le fait que cette non-indexation, même si vous avez mis une décote, la décote veut dire que les gens ne vont pas payer la totalité de l'impôt qui est prévu, mais ils sont quand même toujours considérés comme imposables. Étant considérés comme ayant un revenu imposable, ils sont impactés pour de multiples situations, dans de multiples situations. Ça peut être, par exemple, pour l'acceptation de l'APA. Ça peut être pour une APL qui pourra être diminuée. Ça peut être les chèques restaurants, ça en fait aussi partie. Mais ce qui en fait aussi partie, c'est le dégrèvement de taxes d'habitation. Donc, je veux dire, je ne liste pas la totalité des choses, je l'ai fait dans mon rapport remboursement et dégrèvement l'an dernier, et nous n'avons toujours pas de réponse sur ce sujet, puisque vous nous dites que vous allez reprendre l'indexation sur l'impôt sur le revenu, mais sauf qu'on ne rattrape pas les 2 années perdues. Et que par conséquent, il y a encore une masse importante de gens qui, si on avait maintenu l'indexation, auraient continué à bénéficier de ces accompagnements, mais qui ne le seront pas. Donc voilà, je m'arrête sur ces questions-là parce qu'elles me semblent importantes en termes de démarche. J'en ai plein d'autres, mais c'est dans le débat budgétaire qu'on aura à mener que je les apporterai. Merci beaucoup. La parole est à présent à M. Éric Doligé, sénateur et président du Conseil général du Loiret. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Très rapidement, d'abord, je voudrais vous dire que comme je suis très influençable, bien évidemment, en lisant la presse ou en écoutant les entreprises ou les citoyens, j'avais le sentiment que les choses n'étaient pas si faciles que cela. Et puis, j'ai le sentiment d'être presque converti à vous écouter. Donc, les choses vont beaucoup mieux. Et je me rapproche peut-être de François Marc, on ne sait jamais. Mais j'ai juste une question à vous poser, c'est à la page 154, c'est l'octroi au département d'une faculté temporaire de prélèvement, du relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux. On a eu une longue discussion cet après-midi à l'ADF sur le sujet, et j'aimerais avoir quelques éléments
technique, puisque l'on nous dit que de passer de 3,8 à 4,5 éventuellement, puisque c'est un plafond, cela pose un certain nombre de problèmes techniques et que ça pourrait empêcher de pouvoir recevoir la totalité, voire une fraction au cours de l'année 2014, compte tenu d'un certain nombre de contraintes techniques, et que donc la solution serait de voter en loi de finances un plafond à 4,5. Et donc de travailler par défaut, c'est-à-dire qu'on voterait 4,5, et puis ensuite, ceux qui ne veulent pas faire 4,5 pourraient prendre des délibérations ultérieurement pour rebaisser, s'ils le souhaitent, à un niveau inférieur. Et donc, le calcul qui a été fait, en tout cas qui est fait par l'ADF, c'est de dire de 3,8 à 4,5, ça représente 1,17 milliard d'euros, et que donc, potentiellement, les départements pourraient encaisser 1,17 milliard d'euros, et qu'on va faire la péréquation sur 1,17 milliard d'euros. Et que donc, les départements qui n'augmenteraient pas, mais qui auraient un potentiel en passant à 4,5, pourraient être péréqués sans rien toucher. Donc, j'aimerais savoir si c'est quelque chose d'envisagé à votre niveau. Alors, je prends un département au hasard, puisqu'on a dit que j'étais président du Conseil général. On aurait potentiellement 10 millions d'euros de recettes si on passait à 4,5. Et on m'a expliqué très gentiment que si je n'augmentais pas, j'aurais un prélèvement dans le cadre de la péréquation de 5 millions. Donc, je n'augmente pas et on me prélève quand même 5 millions. Ce qui, bien sûr, mais c'est une hypothèse très sérieuse qui est retenue par l'ADF. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Et en plus, il m'a été dit, mais d'ailleurs, Mme Anne-Marie Escoffier l'avait dit à la fin d'une commission des finances, et il m'a été dit par l'ADF que finalement, comme ça n'était pas un impôt et que c'était une taxe, ça c'est vrai, que ça n'était pas une pression fiscale, bien évidemment, supplémentaire, et que de toute façon, personne s'en apercevrait parce que ça n'était qu'1,5 milliard de taxes supplémentaires, et comme ça allait être fait dans les cabinets, etc., des notaires, c'est véridique, que personne ne s'en apercevrait, qu'on pourrait continuer. Donc ma deuxième question est pour terminer. Comme ça ne rapportera finalement tout cela que 2 milliards aux collectivités permettant un impôt supplémentaire, je voulais savoir, pour atteindre aux 4 milliards, qui est normalement l'objectif fixé par le président de la République, de compenser les AIS, est-ce que l'année prochaine, on a l'intention de nous permettre de monter jusqu'à 6%, ce qui permettrait de compenser la totalité des besoins des collectivités, de couvrir les AIS, sans avoir d'augmentation d'impôts et donc simplement une taxe invisible. Alors c'est peut-être un peu spécieux comme question, mais c'est quand même vraiment la réflexion qui a été menée cet après-midi et qui me surprend beaucoup. C'est la question d'un sceptique, ça. Alors, je passe la parole à Monsieur Jean-Paul Émorine, sénateur de Saône-et-Loire. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Simplement, Monsieur le Ministre, vous nous avez présenté un projet de budget, bien sûr, avec une espérance de croissance de près de 1%. Je crois que tous les ministres ont toujours présenté des budgets avec des croissances qui ne sont jamais atteintes. Mais ce que je voulais vous dire, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, vous avez parlé des prélèvements obligatoires et que vous modériez, puisque par le passé, l'an passé, vous avez augmenté des 0,30 et vous nous dites, vous verrez cette année, c'est 0,03. Mais nous sommes quand même dans le pays qui est le deuxième dans le cadre des pays de l'OCDE, qui est le plus fort taux de prélèvement obligatoire. Parce que, après le Danemark, puisque si nous nous comparons avec l'Allemagne, quand nous avons 46-47% de prélèvement obligatoire dans votre document, l'Allemagne est à 35%. 10 points de prélèvement obligatoire sur un PIB de 2000 milliards, c'est près de 200 milliards d'écart. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le taux des dépenses publiques, puisque vous allez atteindre bientôt 57%. Vous nous faites valoir que à l'avenir, vous pourriez le diminuer. Quand on voit le tableau des emplois dans notre pays, il y a une stabilité dans le cadre de la fonction publique. On voit bien que les collectivités territoriales ont à peu près le même niveau d'emploi, 1 870 000. Et tout ça, on ne parle pas des emplois, alors qu'on veut retrouver de la compétitivité. Moi, je crois qu'on doit diminuer fortement nos charges au niveau des dépenses publiques, aussi bien que ce soit l'État, les collectivités territoriales, les entreprises publiques, comme la fonction publique hospitalière. Alors, avec ces chiffres-là, Monsieur le Ministre, je voulais que vous nous expliquiez
Comment on peut retrouver de la compétitivité, sachant qu'un pays qui n'a pas de croissance est un pays qui s'appauvrit. Depuis 2 ans, nous avons un pays qui s'appauvrit, bien sûr en fonction de la crise économique qui est généralisée. Mais je voulais que vous puissiez nous dire, par rapport à ça, comment vous envisagez les choses. Vous nous avez donné déjà quelques réponses sur les emplois de la fonction publique en disant nous les stabilisons puisque nous les prenons ailleurs, mais on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes un des seuls pays qui a 22% des actifs qui sont dans la fonction publique. Merci beaucoup. Alors, dernier intervenant inscrit, c'est Monsieur Yvon Collin, sénateur de Tarn-et-Garonne. Oui, merci. Rapidement, Monsieur le ministre, merci de la présentation de ce budget. Merci aussi du document qui l'accompagne, particulièrement clair. Et justement, je voudrais évoquer la page 106, Monsieur le ministre, s'agissant de la réforme du plan d'épargne en action en vue du financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Nous notons cette disposition et le coût de la mesure, dites-vous, non chiffrable. Nous comprenons que ce ne soit pas chiffrable sans doute, mais pourriez-vous nous dire combien coûte le dispositif actuel? Je vous remercie de bien vouloir me répondre. Merci beaucoup à Monsieur Collin. Voilà, Monsieur il y a un repentir qui est celui de Monsieur Emery de Montesquieu, sénateur du Gers et maire de Marsan. Mais les Armagnacs et les Bourguignons n'ont jamais réussi à se réconcilier. Alors pour essayer de le faire, je vais ajouter un codicile au propos du Bourguignon. On connaît la difficulté de votre tâche, elle vous a précédé, mais il y a des chiffres qui me semblent effarants. Vous dites qu'il faut absolument, et c'est notre objectif à tous, diminuer le chômage. Et ça passe par la compétitivité. Nous sommes au 23e rang pour ce qui est de la compétitivité. Alors on se dit, les entreprises, il faut qu'elles investissent. Or, avec 28,6% de marge, nous sommes le pays dernier de l'Union européenne. Lorsque vous dites que vous avez hérité de cette situation, c'est une réalité, mais j'ai l'impression que cette situation s'est considérablement aggravée. Et pour apporter un codicile au propos des Maurines, nous sommes au 134e rang mondial pour ce qui est de la fiscalité. Il y a devant nous un effort gigantesque. Je pense que si on essaie de traiter le problème en opposition frontale, on n'y arrivera pas. Et il faut trouver un biais qui permette à ce qu'il y ait une sorte d'union, je fais un peu politique, d'union nationale pour essayer de trouver des solutions que nous puissions tous partager. Celle que vous nous avez présentée me semble désespérément optimiste. Alors, Monsieur le ministre, je crois que chacun a pu s'exprimer. Vous avez écouté avec grande attention, soyez-en remerciés, les propos des uns et des autres. Alors, parviendra-t-on à réunir les croyants et les sceptiques? Bien. Et puis il y a aussi les mécréants, Monsieur le Président. Vous avez remarqué, il y a toutes sortes de publics. Bien, pour ce qui concerne les dernières interventions concernant la compétitivité et la situation de notre appareil productif, et la situation également de la croissance, parce que vous avez raison de dire que nous ne pourrons retrouver de la croissance que dès lors que nous aurons retrouvé de la compétitivité. Et il y a là un lien qui, d'ailleurs, nous a conduit à mettre en place le crédit d'impôt compétitivité emploi, parce que nous avions bien conscience de la nécessité de redonner à notre appareil productif des chances de pouvoir affronter dans de bonnes conditions la compétition internationale. Bon, d'abord, je veux rappeler quels sont les chiffres de croissance. Parce que vous avez dit, monsieur le sénateur, que depuis 2 ans, la situation était compliquée. Elle est compliquée depuis bien plus longtemps. Je pense que le chiffre, la référence aux 2 ans était fortuite, mais c'est la raison pour laquelle je me permets d'ailleurs de me placer dans une perspective temporelle plus large. Lorsque l'on regarde ce qu'a été l'évolution de la croissance sous le quinquennat précédent, je le dis non pas du tout par volonté de cliver, esprit polémique, mais pour montrer que nous sommes confrontés à un problème structurel qui transcende très largement les gouvernements en fonction de leur appartenance et de leur obédience politique. La moyenne de croissance sous Nicolas Sarkozy, c'était 0%. Il y a eu une crise, qui était une crise extrêmement difficile, et il ne faut pas le nier, elle a conduit à une récession, mais enfin quand on prend le quinquennat précédent,
pourcentage, la moyenne était de 0%. Quand on regarde la compétitivité, si on mesure la compétitivité à l'aune de ce que sont nos résultats en matière de commerce extérieur, nous avons décroché en matière de commerce extérieur et nous avons un déficit en 2012 qui est de l'ordre de 75 milliards, là où l'Allemagne affiche un excédent de 150 milliards. C'est donc un sujet extrêmement ancien. Et je pense que l'intérêt d'être ici en commission des finances au Sénat, avec des questions extrêmement précises de tous les sénateurs venant de toute sensibilité, ça témoigne du fait que le problème est un problème structurel de l'économie française que nous devons affronter sans nous renvoyer à la figure ni des bilans ni des mesures. Donc vous avez raison de dire que c'est un problème difficile, structurel, qui n'est pas un problème qui se pose depuis 2 ans et qui est un problème par rapport auquel nous prenons des mesures multiples, que je veux rappeler, non pas pour vous faire passer du stade de non-croyant au stade de croyant, mais simplement pour essayer de faire la liste concrète des mesures prises et nous donner rendez-vous dans quelques mois pour évaluer l'efficacité de ces mesures. Le crédit d'impôt compétitivité emploi est une mesure qui va donner sa pleine et entière dimension et ses pleins et entiers résultats à partir de l'an prochain. Certes, le préfinancement a été mis en place cette année, mais cette mesure se déploie dans le temps. Il faut qu'on attende qu'elle monte totalement en puissance pour regarder quelle est l'efficience de la mesure au regard des objectifs qu'on s'est assignés. Cette mesure, elle a été beaucoup critiquée sous prétexte qu'elle était complexe et surtout qu'elle était très différente de ce qui avait été envisagé à l'origine, c'est-à-dire une diminution de cotisations sociales intégralement transférée sur les consommateurs à travers la TVA. Bon. C'est vrai que c'est une mesure différente de ce qui avait été envisagé, mais qui n'est pas pour autant une mesure complexe. D'ailleurs, lorsque l'on regarde la montée en puissance du préfinancement rendu possible par la décision prise par le ministre de l'économie et des finances de mobiliser la Banque publique d'investissement directement, mais aussi en garantie des banques qui pourront assurer ce préfinancement sur les territoires depuis l'instruction de février 2013, on constate que cette mesure monte très bien en puissance, que les entreprises sont en train de s'approprier cette mesure et nous devrions atteindre, compte tenu du rythme des préfinancements, le niveau de préfinancement attendu à l'horizon la fin de l'année 2013 correspondant aux objectifs que nous nous sommes assignés. Voilà pour cette audition de Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget, qui a été auditionné hier soir par la Commission des finances du Sénat. Il a été donc auditionné sur le projet de loi de finances 2014 qui va être examiné en séance publique au Sénat courant novembre. Vous pouvez bien sûr toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 16h30, 24h Sénat et le début de l'examen du projet de loi sur les métropoles. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.